Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Il y a 200 ans mourait Louis XVIII. C'était le 16 septembre 1824. Qui était donc ce roi que Chateaubriand a décrit dans les Mémoires d'Outre-Tombe ? Né à Versailles en 1755, il s'appelait à l'époque le comte de Provence, c'était son titre. Son grand-père, c'est le roi, Louis XV. Son père, c'est l'héritier du trône, le dauphin. Le dauphin a eu 13 enfants, et le comte de Provence est le 7e de ses 13 enfants. 8 de ses frères et sœurs n'arriveront pas à l'âge adulte. La mortalité infantile et juvénile était effroyable à l'époque. Il restait 5 enfants, dont 3 fils. Et ces 3 fils, on les connaît bien. L'aîné, c'est le futur Louis XVI. Son cadet, c'est lui, le futur Louis XVIII. Et le plus jeune, c'est le futur Charles X. Louis XVI monte sur le trône en 1774. Et 7 ans plus tard, il a enfin un héritier mâle. Du coup, le comte de Provence est furieux. Ses chances de devenir roi diminuent. Et disons-le, pour Louis XVI, ce n'est pas le frangin idéal. Il est jaloux, le comte de Provence. Il est convaincu qu'il ferait mieux que son frère aîné. Et en plus, c'est un intrigant, il est sournois. Le comte de Provence écrit même, en secret, un pamphlet venimeux contre son propre frère. Lorsque la Révolution éclate, au printemps 1789, le comte de Provence reste fidèle à lui-même. Il trouve son frère aîné faible, indécis. Ah, si son heure à lui pouvait venir, on verrait ce qu'on verrait. 2 ans plus tard, en juin 1791, Louis XVI et sa famille s'enfuient et sont arrêtés à Varennes. Au même moment, le comte de Provence s'enfuit aussi vers le nord et il a plus de chance. Il réussit à gagner l'actuelle Belgique. Il est libre. Libre, mais en exil. Et cet exil va durer à peu près 23 ans. En janvier 1793, Louis XVI est condamné à mort et exécuté. Son fils, le dauphin, meurt à la prison du Temple en 1795. Du coup, du point de vue du droit monarchique, la couronne revient de plein droit au comte de Provence. Celui-ci se proclame roi et prend le nom de Louis XVIII. Louis XVIII et pas Louis XVII, parce que Louis XVII, pour les royalistes, c'était le fils de Louis XVI qui vient de mourir à la prison du Temple. À l'époque, Louis XVIII, appelons-le comme ça pour simplifier, est en Italie, à Vérone. Il lance une proclamation très dure. Le prétendant promet le châtiment des régicides, c'est-à-dire les conventionnels qui ont voté la mort de Louis XVI, mais aussi le rétablissement de la société d'ordre. Il n'accepte pas les principes de 1789. Or, après la Terreur, il y avait une grande désillusion dans le pays, et les monarchistes modérés avaient le vent en poupe. D'après l'historien François Furet, une monarchie constitutionnelle n'aurait pas été impossible à ce moment-là. Mais Louis XVIII n'essaie pas de négocier avec la France nouvelle. Et la révolution continue. Et bientôt, Bonaparte prend le pouvoir. Alors, pendant toutes ces années de la Révolution et de l'Empire, Louis XVIII erre d'un pays à l'autre, d'une cour à l'autre, à la recherche d'un souverain qui veuille bien l'accueillir. Il réside tour à tour aux 4 coins de l'Allemagne, en Pologne, en Angleterre, en Lettonie, oui, en Lettonie. À l'époque, on appelait ça la Courlande. Louis XVIII a une petite cour de fidèles, mais tous les souverains l'abandonnent. On croit que c'est un homme fini, il ne compte plus.
Le prétendant au trône frôle le pathétique, mais il n'est pas ridicule. Ce qui le fait tenir, c'est l'orgueil de son nom, le sentiment de son rang, la certitude de sa légitimité. Et là, c'est extraordinaire, l'incroyable finit par arriver. Au printemps 1814, la France est envahie par les armées alliées. Les Russes, les Prussiens, les Autrichiens, les Anglais. Le Sénat proclame la déchéance de Napoléon et appelle au trône le frère du dernier roi. L'empereur abdique à Fontainebleau. Louis XVIII devient enfin roi pour de vrai. Et l'homme se révèle. Il a vieilli, il a 58 ans en 1814. Il a souffert pendant toutes ces années d'exil. Louis XVIII a compris qu'on ne reviendra pas à l'Ancien Régime, qu'il doit faire un compromis avec la France nouvelle. En juin 1814, le roi promulgue une charte constitutionnelle qui proclame, notamment, une amnistie. Même les régicides ne sont pas inquiétés. Mais, le 1er mars 1815, coup de théâtre, Napoléon s'est enfui de l'île d'Elbe. Il débarque à Golfe-Juan et remonte vers Paris. C'est le début des 100 jours. De nombreux généraux de Napoléon qui avaient juré fidélité à Louis XVIII retournent leur veste alors que l'empereur s'approche de la capitale. Le plus célèbre, c'est le maréchal Ney. Le 7 mars 1815, aux Tuileries, il déclare au roi « Je promets à votre majesté de ramener le monstre à Paris dans une cage de fer. » Mais sur le terrain, une semaine plus tard, gagné par l'émotion des soldats qui l'entourent et qui crient « Vive l'empereur !», le maréchal Ney se rallie à Napoléon qui approche. Le 19 mars, le roi quitte les Tuileries et s'enfuit à Gand, dans l'actuelle Belgique. Autour de lui, les gentilshommes de sa garde, et parmi eux, un certain Alfred de Vigny. Dès le lendemain, le 20 mars, Napoléon entre à Paris. Son rêve se termine à Waterloo, le 18 juin 1815. L'empereur abdique, une deuxième fois. L'aigle part pour Sainte-Hélène. Louis XVIII retrouve son trône et les Tuileries, mais dans les pires circonstances possibles. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.